Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car c'est le premier épisode de podcast filmé qui sort sur YouTube en plus des plateformes d'écoute habituelles. Je suis chez Open Classrooms qui a accepté de me prêter ses studios pour enregistrer plusieurs épisodes filmés et je suis accompagnée aujourd'hui d'Étienne Capgras pour cette première édition. Bonjour Étienne. Bonjour Leslie. Écoute, merci beaucoup à toi et aux équipes d'Open Classrooms pour me donner la possibilité d'enregistrer dans de telles conditions. C'est vraiment une très très belle évolution pour le podcast et je suis certaine que beaucoup d'auditeurs vont être ravis d'avoir enfin accès à la version filmée du podcast. Donc merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Je suis très contente de vivre cette expérience avec toi. Et pour cet épisode, Étienne, on va parler de formation. Donc, comment former à la cybersécurité à grande échelle dans un contexte où les entreprises font face à une pénurie de talents de plus en plus préoccupante. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'experts en cybersécurité sur le marché qu'aujourd'hui. L'offre et la demande ne semblent pas être en adéquation. Donc, quelles en sont les raisons? Comment peut-on faire évoluer l'offre, mais aussi les attentes des entreprises? Je rappelle notamment que le secteur de la cybersécurité est en pleine effervescence et que de nouvelles compétences deviennent incontournables pour évoluer dans ces métiers. Comment fait-on pour rester à niveau dans un environnement qui évolue si vite? Tant de questions sur un sujet critique pour l'avenir du secteur que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, Étienne. Mais d'abord, comme à mon habitude, j'aimerais qu'on revienne sur ton profil, sur ton parcours. Donc toi, tu fais partie initialement de ce que j'appelle moi l'écosystème Wavestone. Donc tu es ingénieur en cybersécurité à la base et pourtant, ce n'est pas ton métier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, j'ai intégré l'écosystème Wavestone 2010, donc ça remonte. Avant ça, effectivement, j'ai suivi la formation qui est un peu trop la formation classique à l'heure actuelle dans l'écosystème cyber, donc une école d'ingénieurs spécialisée en réseau télécommunications, une petite option cybersécurité, puis j'ai commencé par un stage de fin d'études chez Wavestone sur la partie tests d'intrusion, donc beaucoup de tests d'intrusion et d'audit organisationnel, technique, architecture pendant 3, 4, 5 ans avec une partie de pilotage, de copilotage de l'offre. La même période, vers 2014, on a la loi de programmation militaire qui arrive avec poussée par l'ANSSI. La LPM. Exactement, la LPM. Donc c'est la première loi en France qui vient mettre du pénal sur les organisations d'importance vitale, sur un certain nombre de mesures de sécurité à respecter et avec de contrôle de tout ça. De cybersécurité, du coup. Exactement, c'est ça. On avait l'historique sur la sûreté physique des points d'importance vitale. Et il y a le volet cyber qui a été rajouté par la LPM en 2014. Un gros volet que j'ai pu travailler sur ça avec plusieurs opérateurs d'importance vitale et avec l'ANSSI. Puis il y a NIS 2 qui est arrivé aussi, diversification de mon côté sur des analyses de risque, feuilles de route, gestion de crise, pas mal de choses, d'accompagnement sur pas mal de clients, surtout grands comptes. Et puis arrive au fur et à mesure le sujet sur lequel on est réunis aujourd'hui, le sujet de la pénurie de compétences qui se fait sentir. De ma fenêtre à ce moment-là, c'est une demande croissante côté client, de plus en plus de besoins, un secteur où on fait ce qu'il fallait déjà faire avant, mais en plus on va y rajouter une grosse couche de conformité, de reporting, de gestion, enfin une grosse mutation, des nouveaux acteurs qui en demandent de plus en plus sur sous un angle où c'est pas forcément des experts du métier qui viennent nous chercher. En tout cas, la demande croît. Ça, c'est les effectifs chez tes clients que tu accompagnes tous les jours chez Wavestone. Exactement. Sur ces sujets. Au même moment où on arrive à faire grossir les effectifs, mais où l'équilibre est pas forcément là. Et donc je me retrouve face à des situations en tant que manager d'équipe aussi. Ok, là on est obligé de choisir entre est-ce qu'on accompagne ce client, sachant qu'on est dans le conseil, on a envie d'accompagner le client, mais en même temps est-ce que je mets en risque mes équipes en termes de charge de travail. Donc un premier niveau de dilemme qui arrive, mais qu'on arrive à gérer collectivement et c'est chouette.
Mais vient se poser la question de comment on diffuse les compétences au maximum pour être plus résilient, pouvoir traiter plus, etc. En tout cas, dans ma tête aussi. Et en parallèle de tout ça, comme dans tous les secteurs en tension, quand la demande augmente, que l'offre est pas suffisante, il y a des nouveaux acteurs qui émergent pour proposer leur offre. Et parmi ces acteurs-là, il n'y a pas forcément la compétence au rendez-vous. Et donc, il y a cette situation, on se voit obligé de refuser des accompagnements clients, et en même temps, on les voit se faire accompagner par des gens qui n'ont pas la compétence. Et il y a ce sentiment d'injustice qui grandit, et où je me pose la question de, OK, où est-ce que je serais le plus utile ? Et du coup, je finis par appeler Open Classrooms pour leur dire, OK, il y a une grosse pénurie en cyber, je la vis au quotidien. Vous êtes spécialiste de formation professionnelle vers les métiers en tension. Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble pour aider le marché cyber ? Et donc, avant que tu arrives chez Open Classrooms, il n'y avait pas de formation en cybersécurité. Raconte-nous un petit peu la genèse. Si, il y en avait. Il y en avait. Mon parcours à moi, je pense qu'il est symptomatique de ce qui se passait il y a 15-20 ans. Pas forcément de formation dédiée. Donc des formations, principalement des formations d'ingénieurs très techniques sur réseau, télécom, informatique, développement. Et ensuite, on est plus ou moins passionné par la cyber et on y va. Donc moi, c'est ce qui s'est passé et j'ai découvert la vraie réalisation des tests d'intrusion avec mon premier emploi et j'ai adoré. On est sur un marché où, du coup, vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de formations dédiées, spécifiquement à la cyber, c'est surtout des profils curieux du sujet, passionnés, qui ont envie de comprendre comment ça marche, de détourner les fonctionnements nominaux des systèmes pour répondre à la question « qu'est-ce qui se passe si je fais ça ?» Moi, c'est comme ça que je résume la cybersécurité. C'est un peu le hacking, c'est ça ? C'est un peu le hacking, carrément, ou bidouillage en français. Mais c'est vraiment ça, c'est je teste et je vois ce qui se passe. Et moi, je compare ça pas mal à de la mécanique, mais avec un bloc-notes sur ordinateur, quoi. Sauf que jusque-là, le hacking, on le faisait tout seul, un petit peu dans sa chambre pour tester les choses, mais il n'y avait pas forcément... c'était pas forcément encadré, on va dire. Il y avait de la pratique, de la théorie, des formations académiques. C'était pas encore structuré en tant que filière à part entière comme on l'entend aujourd'hui. Et c'est assez marrant parce que moi j'ai été diplômé en 2010. Si on prend du recul, il y a des choses qu'on voit comme évidentes à l'heure actuelle. 2010, ça fait 1 an que l'ANSSI, telle qu'elle existe aujourd'hui, a été créée. 1 an, 2009. C'est très très récent. Et c'était sur l'impulsion d'un livre blanc orienté défense de 2008. Les métiers de la cyber, on parle pas de cyber, on parle de sécurité système d'information. Ça y est. Et il apparaît quand, du coup, le mot cyber, en fait, dans tout ça ? Je pense que ça devait être vers 2014-15, à mon avis, de mémoire. C'est vraiment des métiers récents. La structuration des métiers, oui. En fait, on a toujours fait de la sécurité système d'information, notamment la première phase où on ouvre le système d'information sur l'extérieur et donc il faut se protéger de la menace externe. Petit à petit, on se rend compte qu'elle est aussi interne, diffuse, un peu partout. Mais le paradigme à cette époque, c'est ça. Et donc, en fait, on a des experts cyber qui œuvrent à la sécurisation d'un système là où très peu de monde et de régulation ou autre est consciente de l'impact de cette menace et de la possibilité qu'ont des attaquants de perturber des process, des systèmes, etc. Donc c'est plutôt un écosystème qui est convaincu du sujet, qui fait le taf et qui a encore besoin de convaincre de la pertinence de faire de la sécurité système d'information. Et petit à petit, en fait, ce qui va vraiment changer, c'est le livre blanc, la création de l'ANSSI. Et puis sur la filière, il faut attendre 2020-2021 pour qu'il y ait le premier en France panorama des métiers de la cyber, encore une fois par l'ANSSI, qui vient dire, OK, il y a pas une cybersécurité, un expert cybersécurité ou une experte, il y a une galaxie de métiers avec chacun leur rôle, leurs compétences, etc. Donc c'est très récent, on est en 2025. Tout à fait. Et c'est en 2021 que le premier papier spécifique à la France sort avec où on éclate un peu les rôles pour mieux structurer et du coup aussi mieux former. Donc je réponds à ta question dans 5 minutes. Les formations, pardon, elles sont venues se structurer un peu plus vers cet horizon-là et on voit que ça accélère en même temps que la réglementation accélère aussi de manière assez impressionnante. Et la menace. Clairement.
Tu peux nous rappeler en quelle année tu es arrivé chez Open Classrooms et nous dresser l'état des lieux à ce moment-là. Tu es arrivé avec une feuille de route, tu avais déjà des idées, quels étaient les métiers que tu voulais adresser, où tu voyais vraiment qu'il y avait urgence sur ce côté-là? Si je me rappelle du début, donc je suis arrivé 2021 avec un certain niveau de conviction. Et je disais tout à l'heure que je viens du monde des grands groupes à la base, et c'est vrai que je suis arrivé avec cette conviction-là de bon, il y a tel sujet à traiter, la sécurité du cloud, la sécurité, etc., etc., etc. Et en arrivant ici, Open Classrooms, c'est une école en ligne. Attends, c'était en quelle année du coup? Donc en 2021. En 2021, ok. C'est marrant parce que c'est en 2021 que je me suis lancée dans la cybersécurité et j'y connaissais rien du tout. Et je me souviens que mon premier réflexe a été d'aller sur le site d'Open Classrooms et de regarder les formations qui sont disponibles sur la cybersécurité en libre d'accès. Et il y en avait une ou deux et je les ai faites en me disant ok, bah il faut que là je puisse acquérir les bases pour me lancer parce que bah oui, ça fait super peur en fait de se lancer dans la cybersécurité. Et franchement, ça a été mes premiers pas dans la cyber avec les toutes premières formations de Open Classroom qui étaient disponibles. Donc voilà, du coup, je pense que tu es arrivé à peu près à ce moment-là et qu'après, toi, tu as développé en fait tout le reste qui existe aujourd'hui. Et du coup, tu peux nous en parler, comment t'as structuré tout ça? Ouais, comment ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé a priori. Et tant mieux, parce que c'est aussi ça que je venais chercher chez Open Classroom, c'est une expertise que moi j'avais pas. Donc je suis arrivé avec ma vision du terrain, de 10 ans, de plein de situations différentes rencontrées, mais finalement que sur la partie grand compte, pas forcément sur des plus petites structures avec des enjeux et des possibilités d'effectifs et de budget qui sont les mêmes. Et puis Open Classrooms étant une école en ligne à mission où notre enjeu c'est de rendre accessibles les métiers qui recrutent à toutes et à tous. La première mission qu'on m'a donnée, c'est de dire ok Étienne, tout le monde recrute à Bac+5, il y a plein de formations à Bac+5, par contre les gens ils peuvent pas attendre 5 ans entre le moment où ils ont envie de faire de la cyber et le moment où ils peuvent faire de la cyber. Les candidats peuvent pas attendre, les entreprises ne peuvent pas attendre, et en plus c'est gâché parce que la plupart du temps il y a un certain nombre de candidats qui ont un gros parcours professionnel préalable, qui est complètement oublié par la plupart des formations. Et c'est là où nous, on se doit de venir accélérer ces transitions, ces reconversions, en proposant des formations qui permettent le plus vite possible, sur la base des compétences de nos candidats, d'atteindre des postes en cybersécurité. Donc la priorité qui m'a été donnée et qui m'a vraiment démontré que la mission c'était pas juste un slogan, c'est de créer des formations rapides et le plus bas niveau possible, sans compromis sur la qualité. Donc Bac+2, Bac+3, est-ce que le Bac+5 il est vraiment obligatoire? Et donc là je rentre dans le vif du sujet sur ça, et la première formation qu'on décide de créer quand je suis arrivé, c'est celle d'analyste SOC. Pourquoi celle-là, du coup? Parce que déjà, dans l'imaginaire oui, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un analyste SOC? C'est vrai, pour nos publics. Security Operations Center. En gros, c'est les personnes qui ont pour responsabilité de détecter les tentatives d'attaque quand elles ont lieu, de confirmer si oui ou non c'est des vraies tentatives d'attaque, et de réagir avant qu'elles soient avérées et qu'elles aient un impact. Donc c'est la détection et la réponse à un incident de cybersécurité. Et ça, c'est plutôt les grands groupes qui recrutent ce genre de profils, qui ont besoin de ce genre de compétences en interne pour gérer les alertes de leurs outils, ce qu'on appelle les EDR, il me semble. Par exemple, exactement, il y a une myriade, une galaxie d'outils et de référentiels. On a d'un côté les grands comptes qui ont la masse critique pour internaliser la compétence, et de l'autre, les plus gros employeurs, c'est les fournisseurs de services qui, eux, proposent des offres SOC à leurs clients. Et là, du coup, ils ont besoin d'une armée d'analystes SOC pour faire du 24/7, pour faire le premier niveau, le deuxième niveau, l'amélioration continue, etc. Donc c'est les deux grosses zones d'emploi. Donc en 2021, grosse demande sur ces profils-là, sur cette formation. C'est là, ouais, exactement. Et surtout pas assez d'offres, parce que il y a pas de formation dédiée.
pas de formation dédiée au métier d'analyste SOC. Et jusque-là, du coup, les personnes qui exercent ce métier, ils ont fait quoi? Une école comme toi, une école d'ingénieur? Ils se sont spécialisés dans la sécurité informatique et après, au fur et à mesure, ils arrivent dans ce métier-là sans l'avoir prévu à la base. C'est un peu ça. C'est ça, et sans avoir été spécifiquement formés, y compris pour les Bac+5. Et donc, ça veut dire que le gros enjeu des employeurs à ce moment-là, c'est d'embaucher des Bac+5, donc qui mettent longtemps à arriver sur le marché, qui sont pas très nombreux non plus, en termes de volume de sortie de diplôme, et qui sont pas encore opérationnels sur ces activités. Et donc en fait il y a un trop gros goulot d'étranglement et qui par ailleurs sont pas forcément attirés par l'activité. Je dis non mais ça c'est du métier trop basique pour moi, parce qu'en fait on n'aura jamais expliqué la richesse de ce métier. Et aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, dans l'inconscient, dans l'imaginaire du grand public. Le côté défense, il a jamais vraiment attiré jusqu'à il y a très très peu, et encore, pas tout le monde. Mais c'est pas avec la défense qu'on représente, voilà, c'est ça, exactement. Et donc en fait, il y a un gros gâchis, parce que il y a des employeurs qui n'arrivent pas à trouver des personnes en suffisamment grand nombre. Ils doivent les recruter puis les former, et ensuite potentiellement c'est difficile de faire de la rétention à ce niveau-là, alors que finalement, si on regarde les compétences nécessaires, quelqu'un qui a des compétences et un background de technicien informatique, par exemple, qui est très bon en système, très bon en réseau, qui gère des tickets, qui reçoit des tickets, des demandes à prioriser en permanence, qui a du relationnel à gérer aussi, parce que il a des utilisateurs plus ou moins sous pression en face, il a déjà un gros socle de compétences sur lequel s'appuyer pour faire un très bon analyste SOC, si on le forme à spécificité de la cyber et de l'outillage et des réflexes, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école d'ingénieur pour pour exercer un métier dans la cybersécurité. Clairement. Donc il y avait un switch à opérer dans la formation cyber qui a été pris par Open Classrooms notamment. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est si on saute un petit pas dans le temps, donc 4 ans plus tard, combien de formations est-ce que tu as monté, sur quel type de métier et quelles sont les priorités aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? On s'est rendu compte qu'il y avait ce sujet de représentation des métiers de la cyber, que ce soit par l'écosystème lui-même ou par les tiers. Et donc, une des priorités, ça a été aussi de faire un cours de découverte de l'univers de la cybersécurité. Et vous avez pas mis de tête de mort ni de suite à capuche dedans? Et on n'a pas mis de tête de mort ni de suite à capuche. Incroyable, bravo à vous. C'est là que nos missions se rejoignent. C'est super clé, et c'est là où je suis content d'être arrivé avec à la fois une expertise cyber et être entouré de toutes ces expertises tierces pour dire ok, comment on s'y prend pour représenter la cyber. Et on a eu la chance aussi de faire le travail du coup avec une collègue qui est passionnée du sujet, avec Yann du Yann Campus Bonnet. Cyber, Yann Bonnet, et de dire ok, c'est quoi la cyber, qu'est-ce qui nous a plu nous quand on faisait de la cyber. Et moi je me rappelle quand je suis venu faire de la cyber, c'est vrai, j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie que ma capacité à comprendre des sujets techniques serve à répondre à des vrais enjeux de société et métier. Et en fait quand on en parle comme ça, il y a beaucoup de gens dans la cyber qui travaillent dans la cyber pour ça, et pas parce que c'est génial de faire des intrusions, même si j'ai adoré aussi cette partie-là. Et en fait, on a aussi beaucoup travaillé sur le care, la cybersécurité en métier du care, où je prends soin des autres, et parce que je prends soin des autres, de la société, j'ai envie de faire de la cyber, de mettre à disposition mes compétences pour protéger. Et tout le fil rouge du cours, c'est sur une attaque d'hôpital, pour montrer aussi l'impact réel, que ça peut avoir un impact sur les personnes aussi, mais sans être non plus sur des gros scénarios catastrophes, juste des personnes qui peuvent plus être soignées. Oui, on dit souvent on sauve pas des vies, mais en fait, dans la cyber, on peut sauver pas mal de choses. Voilà, on peut y contribuer, on peut sauver des emplois, on peut sauver des entreprises, on peut sauver en fait le tissu économique de notre pays, tout simplement, si on va aussi loin. Donc voilà, c'était une des briques qu'on a voulu créer assez rapidement, parce qu'on s'est dit, on va pas résoudre efficacement le problème tant qu'on n'a pas aussi adressé le sujet de la représentation. À l'heure actuelle, c'est un cours qui a été suivi par plus de 20, 22, 23 000 personnes. Ok, super. Donc c'est génial de se dire, on a conçu quelque chose en quelques dizaines de jours ouvrés, qui reste là, qui est disponible gratuitement, open source, à tout le monde, où on balaye tout l'écosystème, des attaquants aux défenseurs, en passant par ceux qui organisent, qui priorisent la gouvernance, l'intrusion, la gestion de crise, plein de témoignages dedans, pour montrer la diversité des métiers dédiés à la cyber, connexes à la cyber, ce qu'on peut en faire à son niveau, etc.
et pour générer des vocations éclairées. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui viennent, ils ont vu de la lumière, qu'ils ont vu une série intéressante, qui disent ouais, moi aussi j'ai envie de faire de la cyber, mais qui en fait c'est pour les mauvaises raisons, et derrière il peut y avoir déception. Ça peut être un début, oui, voilà, c'est ça. Donc il faut être au clair sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être. Écoute, si je m'étais lancée dans la cyber cette année, j'aurais commencé par cette formation d'Open Classroom, certainement, tu vois. Donc ça m'aurait. Voilà, ça n'existait pas encore à l'époque où je me suis lancée, mais en effet, je pense que ça peut beaucoup aider. Et qu'est-ce que tu constates aujourd'hui dans les besoins de profil, de compétences? Est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu constatais il y a 4 ans? Quels sont les besoins en formation aujourd'hui? Tu travailles sur quel type de formation? En cyber, évidemment. Oui. En cyber et pas que, et c'est ça qui est intéressant. Sur la cyber, mais pas forcément dédié que au métier de la cyber. Comment ça a évolué? Je pense que là, depuis que l'ENSI a sorti son panorama, depuis que le campus cyber a sorti sa matrice de compétences, depuis que l'ENISA a sorti son référentiel de compétences aussi, et qui se parlent entre eux, c'est une évidence pour tout le monde qu'il n'y a plus un profil monolithique, expert en cybersécurité qui sait tout faire, même si, pour des raisons historiques, il y en a beaucoup dans l'écosystème. Donc là, c'est acquis que il y a des spécialisations. Il y a plein de métiers différents en fait. Exactement. Dans la cybersécurité. Sinon, on se dit en fait c'est l'informaticien, il sait faire un peu la cyber, et en fait c'est un petit peu ça l'image qu'on avait à la base. Et aujourd'hui, si on fait une petite liste là des métiers de la cybersécurité qui existent pour que ça rende le truc un peu concret. On peut déjà parler de catégories. On va dire qu'il y a la catégorie qu'on appelle la GRC dans le domaine, donc la gouvernance, risque et conformité. C'est plus les profils qui vont organiser et orchestrer le cadrage et la mise en œuvre, le déploiement de la cybersécurité en entreprise. Où est-ce qu'on met les relais, quelles sont les politiques, le cap, les objectifs, quels sont les risques qu'on porte, est-ce qu'on l'accepte, comment on les réduit, etc. Donc ça, c'est le gros volet GRC, qu'on appelle aussi la sécurité organisationnelle. Et donc là, pas besoin d'avoir des compétences techniques très poussées, on peut le rappeler quand même, pour rendre un peu la cybersécurité plus accessible. C'est clé d'être conscient des enjeux et de ce que l'informatique et le système d'information portent comme risque, ce qu'un attaquant peut en faire. Donc il faut comprendre le fonctionnement. On n'a pas besoin effectivement de savoir configurer des routeurs, des pare-feux. Par contre, c'est important de comprendre ce qui constitue un système d'information en termes de process, d'humains et de composants techniques, pour être conscient de leurs faiblesses et des leviers qu'on a à disposition. Mais effectivement, on est plus sur une vision assez haute pour avoir un niveau de maîtrise technique bien moindre que des métiers comme par exemple sur l'autre catégorie qui est la sécurité offensive, où là on va simuler des attaques, et donc il faut vraiment... Là, c'est le pentest et tout, c'est ça? Exactement. Okay. Ouais. Donc là c'est je pense le métier qui est surreprésenté dans l'inconscient. Et c'est celui qui fait rêver les hackers techniques qui s'amusent à bidouiller dans leur chambre, j'imagine. Si on revient sur les clichés. Si on revient sur les clichés, exactement. Dans le noir, si on revient sur les clichés aussi. Alors vraiment, j'ai jamais mis de sweat à capuche, et j'ai adoré faire des tests d'intrusion. Incroyable. Voilà. Ça existe. Ça fait des bosses après quand on met une veste et tout, c'est pas pratique. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai jamais été... le métier de pentester, et c'est pas vraiment un métier à part entière, on n'est jamais pentester, il n'y a pas un gros volume de pur pentester. C'est une activité, et en général, les employeurs les plus gros de pentester, c'est les ESN, les cabinets de conseil, et donc en fait on l'inscrit aussi dans un sens du service et donc du consulting, du conseil, qui fait qu'on n'est jamais pur pentester. En tout cas en volume, il y a des expertises de pointe où là on peut être à fond sur le sujet, mais sinon en fait la palette de compétences sur un pentester c'est globalement la même que celle d'un consultant, à savoir cadrer la mission, intervenir, faire le rapport d'audit, formaliser, être irréprochable sur la formalisation, proposer, prendre de la hauteur sur les risques réels, des recommandations priorisées, restituer les résultats pour que derrière toutes les parties prenantes comprennent ce qui est en jeu. Donc c'est clairement pas le volet technique du pentester qui
qui prime. Là, tu parles de soft skills, donc de ces compétences non techniques qui sont nécessaires pour travailler dans le secteur de la cybersécurité. C'est vrai qu'on a tendance toujours à réduire, j'ai envie de dire, le monde de la cyber à des compétences techniques, alors que pas du tout. Il y a vraiment une grosse partie qui est très très importante sur le savoir parler de cyber, le savoir réaliser des rapports, se coordonner avec une équipe, etc. Comment tu as vu ça évoluer là, ces dernières années ? C'est désormais explicité, donc ça c'est chouette. Dans les offres d'emploi, on le voit de plus en plus demandé. La raison elle est simple, il y a 20 ans c'était effectivement ce fameux sujet de niche. Entre-temps il y a toutes les réglementations qui sont arrivées, les menaces qui se sont développées et c'est devenu un sujet de COMEX. Donc de direction générale. La direction générale, elle demande des comptes. Le législatif demande des comptes et ne demande surtout pas à comprendre les détails techniques. Donc il faut être un super bon traducteur entre sa maîtrise technique, et par technique j'entends aussi le volet GRC, mais sa maîtrise technique de la cybersécurité et sa vulgarisation, le fait d'embarquer les autres, de savoir montrer un cap pour que les choses se passent. Oui, et puis finalement, c'est toute l'entreprise qu'il faut sensibiliser au risque cyber, donc il faut pouvoir en parler à tout le monde, puisque tu l'as dit, c'est un sujet qui est devenu grand public, il concerne Clairement. Tout le monde. Et l'autre volet aussi, tu disais travailler en équipe. C'est impossible de faire de la cybersécurité dans son coin à l'heure actuelle quand on parle menaces, et notamment sur les analystes SOC. Quand ils sont en train de gérer un incident, ils vont pas le gérer 24/7 tout seul. Donc ça veut dire qu'il y a des rotations, il faut dormir, c'est important, sinon on explose. Et donc il faut savoir documenter ce qu'on a fait, il faut savoir l'expliquer aux collègues. Quand on a un doute, il faut savoir lever la main. Il faut faire preuve d'humilité aussi. Je pense que c'est le mot-clé que je vois pas encore dans notre emploi et qui pour moi est clé. En fait, quelqu'un qui est trop confiant en cybersécurité, c'est délétère parce qu'il va passer à côté de quelque chose qui peut être grave et on peut le regretter quelques jours, semaines ou mois plus tard. Oui, donc là tu viens de démonter toute l'image de l'introverti qui travaille dans son coin, qu'on a en fait de manière traditionnelle dans les métiers de la cyber, mais en fait il faut vraiment garder en tête que c'est du côté attaquant surtout qu'on a cette image-là, et du côté des défenseurs on travaille ensemble. Et encore, les attaquants se sont quand même pas mal organisés aussi en groupe, donc en fait ceci est un mythe. Aussi, mais alors par contre le mythe de la pénurie de talent, donc ce n'est pas un mythe. Clairement pas. Et il me semble qu'il y a une dernière catégorie de métiers qui sont les métiers du CERT, si on peut en parler un petit peu. C'est mon métier préféré dans la cyber, mon métier de cœur. Si jamais un jour je me reconvertis dans un métier plus technique cyber, moi ce sera un métier du CERT. Et qui font partie je pense des métiers les plus de pointe sur l'expertise technique. Okay. J'ai du travail. Et il y a de quoi s'amuser. CERT et plus largement de défense. Donc effectivement on a parlé GRC, on a parlé offensif, et la grande catégorie qui fait consensus, la dernière, c'est défensif. Dedans, on met le CERT, qui est un peu l'équipe de pompiers qui vient intervenir en urgence, donc Computer Emergency Response Team. Les cyber-héros. Exactement, ceux-là. Donc qui vont intervenir sur des attaques avérées pour diagnostiquer le plus rapidement possible, pour endiguer le plus efficacement possible, et puis organiser tout ce qu'il y a à organiser. Donc, et d'ailleurs, dans ce volet organisation, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi de la gestion de crise au sens large, de personnes humaines sous pression, de rotation, de communication, gestion de problématiques juridiques, de dépôt de plainte, etc. Donc certes, et le pendant SOC, les analystes SOC dont on parlait, appartiennent à cette bulle défensive, donc ceux qui détectent, qui endiguent le premier niveau et qui aussi s'articulent avec le CERT quand on est en train de passer en mode crise ou quand on veut l'éviter. Alors, on va peut-être reparler un petit peu donc de cette pénurie de talent à laquelle nos entreprises font face. Il me semble aussi, et moi c'est ce que j'ai vu aussi quand je suis passée un petit peu dans des écoles cyber, c'est que les jeunes diplômés qui cherchent leur premier emploi ou les alternants qui cherchent une alternance en entreprise ont du mal en fait à trouver leur premier emploi. Comment est-ce qu'on explique cette inadéquation justement entre l'offre et la demande, mais surtout pour ceux qui viennent de se former en fait, qui se lancent sur le marché? Ça peut être décourageant d'ailleurs. Par rapport aux rêves qu'on leur vend, vous avez un avenir dans la cybersécurité, etc. Enfin, il y a de la place pour tout le monde et au final, ils ont du mal à se lancer. Comment on explique ça ?
Et oui, et parce qu'en plus on le dit parce que c'est aussi vrai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros besoin, ça se compte en dizaines de milliers, rien qu'en France, si on voulait faire tout ce qu'il y a à faire. Et en même temps, après, quand on arrive, on dit ah oui, mais non, j'aimerais un peu plus expérimenter, j'aimerais telle certification, j'aimerais ça. Et en fait, on a deux viviers, enfin deux univers qui se parlent pas. Donc en fait, on a vraiment une pénurie, on a vraiment des jeunes diplômés qui trouvent pas parce que ça se rencontre pas. Est-ce que tu veux dire que les entreprises cherchent le mouton à 5 pattes et sont beaucoup trop, ou alors recrutent peut-être plus des seniors qu'ils ont du mal à trouver d'ailleurs? Il y a plein de raisons différentes. Si on regarde effectivement du côté des entreprises que tu viens d'évoquer, il y a ce sujet du marché de la cybersécurité et de la formation en cybersécurité qui a beaucoup évolué, et de l'autre des habitudes de recrutement qui n'ont pas autant évolué que ce qui s'est passé ces dernières années. Et donc t'es dans ça se comprend, hein. T'es dans une entreprise, t'as pas le temps, t'as plein de risques à gérer, tu dois recruter. T'as pas d'offre d'emploi sous la main, tu reprends celle sur laquelle t'as été embauché, tu la ressors des cartons, tu mets à jour avec les sujets à la mode. Donc en fait tu prends, ok, moi je savais faire tout ça quand j'ai commencé, je suis en train de faire tout ça, je vais le rajouter aussi. Puis j'ai entendu dire que y avait eu des formations, ça s'était mal passé sur le recrutement, donc je vais demander aussi des certain nombre d'années d'expérience au cas où, parce que je peux pas me permettre de recruter des gens qui vont faire craquer mes équipes en place, puisque c'est un autre enjeu. Et au cas où, je vais rajouter des certifications. Comme ça, si je connais pas à l'école, j'ai au moins la réassurance de la certif tierce que je connais. Là, en fait, t'as des offres d'emploi qui ressemblent à un vrai mouton à 5 pattes. Ouais. Et du coup, tu te fermes en tant qu'employeur un gros vivier de talents potentiels. Et donc, tu vas te retrouver à taper dans le même vivier que tous tes concurrents, du coup, sur des profils qui sont pas forcément disponibles ou qui sont en droit d'avoir des exigences de modalités de travail, financières ou etc., sur lesquels c'est difficile de s'aligner. Et donc, en fait, on a des postes ouverts, pas forcément pourvus, dans lesquels il est difficile de fidéliser aussi. Et en même temps, on a plein de gens qui te tapent à la porte. Moi, je suis motivé, je peux y aller. On dit oui, mais non. Oui, donc il y a un truc à faire, exactement. Ouais. Je pense qu'on pourrait aussi regarder du côté des formations, mais si on s'attarde rien que sur ça, il y a un sujet à faire, et c'est pas que de la rédaction d'offres d'emploi, c'est la manière dont tu réfléchis ton équipe cybersécurité et ton orga cybersécurité. On parlait des enjeux tout à l'heure. Faut se dire, ok, c'est quoi mes forces vives en présence que je veux garder? Qu'est-ce qu'elles savent faire et sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qu'elles ont marre de faire? Parce qu'il y a des trucs, quand c'est récurrent, que c'est cadré, etc., en fait, ça devient répétitif, et c'est pas intéressant pour des gens plus expérimentés. Donc il y a une partie de leur temps qui est gâchée à faire des trucs sur lesquels ils s'ennuient, mais qui sont obligatoires. Sur cela, déjà... Et qui irait très bien pour un junior qui se lance. Voilà. Identifions-les et concentrons les offres d'emploi sur des offres dédiées à des juniors, sur lesquels on ne prend pas de risques parce que les activités sont processées, documentées, maîtrisées par les plus seniors, et ça va leur faire un bol d'air frais énorme. Donc déjà, ça serait juste se dire ça, je regarde l'équipe, je regarde mes sujets, je vois sur lesquels je veux recruter des plus jeunes sans prise de risque, et l'enjeu à ce moment-là de la formation, c'est pas de produire des candidats qui sont 100% opérationnels, peut-être des candidats qui sont 80% opérationnels, parce que le senior viendra faire le 20%, et il sera content de le faire, parce que le point commun de tous les gens qui bossent dans la cyber que j'ai croisés ces 15 dernières années, c'est la passion et c'est l'envie de transmettre. Et du coup, ça peut faire un bien fou à l'écosystème. Ok, on prend un junior sur ça, et petit à petit, on va déléguer quand il est à l'aise avec l'écosystème, les collègues, vu qu'on a dit que c'était beaucoup de communication. Ok, il comprendra mieux pour aller faire son analyse de risque, pour aller faire... Je sais pas si on est sur plus il y a des activités qui sont délégables. Analyse de risque, très processée, documentée, c'est délégable. Scan de vulnérabilité, c'est délégable. Des investigations basiques avec des fiches réflexes déjà là, c'est délégable. Et c'est à déléguer, parce que sinon vous allez aussi faire partir vos plus expérimentés qui vont dire j'en ai marre, ça fait 5 ans que je fais la même chose, je me vois pas progresser, et en plus mon rythme de travail ne baisse pas
parce que la menace augmente, parce que les réglementations augmentent. Là, il y a un gâchis et on peut le résoudre. Donc en fait, il fallait une évolution du côté de la formation, mais il faut aussi qu'il y ait une évolution, une adaptation du côté des entreprises. Il faut le dire, de toute façon, ces métiers, c'est des métiers nouveaux. Il faut que ça s'organise. Les secteurs cyber est en pleine évolution. Et je me demandais aussi, est-ce que du côté des formateurs, mais qui sont les profs en cybersécurité, comme on a du mal déjà à recruter des experts, est-ce que on a du mal aussi à recruter, à trouver des professeurs en cybersécurité? On sait que cet écosystème aime partager, mais c'est des emplois, c'est des métiers qui sont très prenants. Est-ce qu'ils ont le temps de donner des cours à côté? On y arrive. Je pense qu'on est sur la formation cybersécurité. Ouais. On est sur une population, comme tu le dis, de gens passionnés qui aiment transmettre. Donc je pense que jusqu'à présent, on a réussi à tenir le volume de ce que les organismes de formation étaient en capacité de demander, parce que je fais l'effort, je ressors un slide, j'y vais, etc. Là, on discute de nécessité de passage à l'échelle sur plusieurs dizaines de milliers de personnes à former rapidement, dans l'idéal, et du coup, on va plus pouvoir jouer sur le volume actuel de formateurs dont c'est le métier, complété par des professionnels de la cybersécurité qui font ça dans l'épaisseur du trait. Il faut trouver un autre modèle. Et c'est vrai, dès que tu as un écosystème en tension. Et c'est là où je suis super content d'être chez Open Classrooms, c'est que nous, notre modèle, il est pensé dès le départ sur ce paradigme de dire, en fait, quand il y a tension, il y a aussi tension de formateur. Et donc, comment on fait pour créer du contenu qui va mobiliser le moins possible dans les interventions spot le temps de formateur, et comment on le modélise une bonne fois pour toutes en y passant plus de temps qu'une simple intervention, et ensuite on a que des rajouts d'une demi-heure à faire sur la base d'une ingénierie pédagogique propre déjà faite avec des experts sollicités en mode forfait sur de la création de contenu. Et en plus, ça permet d'aller chercher des experts qui sont spécifiquement le plus experts possible de leur sujet. Parce que sinon, le piège, c'est aussi de prendre des très généralistes et qui vont parfois avoir du mal à aller dans la profondeur de certains sujets. Donc en fait, tu ajoutes des briques au fur et à mesure, c'est ça, de la formation. Donc là, tu te dis, ça évolue vachement vite, la cyber. Donc là, il y a un nouveau sujet qui devient hyper important. Je sais pas, genre l'IA dans la cyber, par exemple. Sécuriser l'IA ou le quantique. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dessus? Est-ce que ça va venir, par exemple? Tu ajoutes des briques comme ça? Alors ouais, sur cela, c'est pas encore la priorité, puisqu'on raisonne sur des compétences qui sont plutôt moyen-long terme. Donc c'est un sujet du moment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi ici. Il faut distinguer la compétence du sujet à adresser à l'instant T. L'IA, c'est un très bon exemple. Le quantique aussi. L'objectif, c'est de fournir à nos étudiants, puisqu'on parle de rendre accessibles les carrières en cyber, de leur fournir les fondamentaux et de les former aux activités qu'ils réaliseront vraiment sur le terrain. On parlait d'analystes SOC sur la détection tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois une alerte? À quoi ça ressemble? Comment je qualifie? Comment je fais ma levée de doute? Comment j'enrichis? Comment je vais faire mon premier niveau de traitement? Ma coordination, etc. Donc ça, c'est super clé de l'avoir. Et ensuite, l'autre composant, on n'aura jamais des formations qui suffisent pour toute une vie. Et donc, ce qu'on met dans toutes nos formations, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Un des premiers cours qu'on fait suivre à tous nos étudiants, il y en a 2 qui sont sur tous nos parcours, c'est apprendre à apprendre, pour instiller le réflexe, le rituel de la veille informationnelle, de qu'est-ce que je dois apprendre, surtout comment je le prends, cyber, etc. C'est tellement clé, c'est tellement important. On a un cours dédié aussi à la veille informationnelle en cyber avec Livia côté Sequoia, que l'on salue. Salut à toi Livia. Et l'autre volet, c'est comment tirer parti de l'IA pour optimiser ses apprentissages. Parce que l'IA, c'est effectivement un sujet d'étude à part entière dans la cyber, la sécurité de l'IA pour la cybersécurité. Et c'est aussi un outil qui fait gagner du temps à tout le monde, professionnel de la cyber, comme n'importe quel autre professionnel. Oui, complètement. Et donc ça, apprendre à utiliser l'IA, apprendre à utiliser l'IA. Exactement. Et comme ça, en fait, on a des jambes solides pour que le nouveau sujet qui arrive, parce que notre objectif, c'est de former des gens qui sont opérationnels
dès leur formation, en sortie de formation, mais qui le restent dans la durée. Donc il faut dès le début leur dire ok, comment t'as un radar de ce qui est en train d'arriver et comment tu prends l'habitude d'assimiler ces nouvelles compétences. Et justement, ça me fait penser au sujet de la formation en continu. En cyber, est-ce que ça existe, la formation en continu? Il y a certains corps de métier dans lesquels c'est obligatoire, une formation en continu. Je pense par exemple aux médecins qui sont obligés de se tenir au courant des dernières nouveautés. Comment on fait dans la cyber pour continuer d'être au top de ses compétences tout au long de sa carrière? Il n'y a pas de rituel aussi cadré que sur des professions réglementées comme tu viens de citer. Ça pourrait venir, ça pourrait arriver. Être intéressant. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, il y a peut-être une réglementation que j'ai pas ouverte récemment qui est en train de l'imposer. C'est très probable. Et sinon, ça serait vertueux. Ce qu'on constate, c'est que l'écosystème cyber, sur la perception qu'il a de lui-même, et notamment en France, si on regarde certaines études, il considère qu'il a globalement les compétences nécessaires pour exercer ses activités. Et donc la formation continue en France des professionnels, donc déjà en poste, est plutôt utilisé comme un vecteur de fidélisation des employés. J'investis sur toi pour que tu sois à la page, etc. Que pour réellement rendre plus opérationnel. Mais ça arrive aussi de vouloir changer de métier dans la cyber. Je veux dire, on reste pas toute sa vie SOC analyste, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est vrai. Et c'est là où la maturité apportée par l'ANSSI avec le panorama est en train de payer et où on commence à parler de mobilité intra-cyber. Incroyable. Et donc c'est effectivement en train de se faire. Pour le moment, plus sur des modules, on parle pas de reconversion, de reskilling, mais plutôt d'upskilling. Et donc en fait, c'est une sorte de mobilité silencieuse où on vient rajouter des casquettes petit à petit. Et donc de facto, hop, un jour, on devient éligible à un nouveau poste qui est assez éloigné du poste initial après quelques années. Donc ça se passe plutôt comme ça. On voit aussi que c'est avec les évolutions des technologies, des menaces, etc. Il y a des postes des très spécifiques qui peuvent être ouverts sur les thématiques que tu citais tout à l'heure, parce qu'il y a l'IA qui sort, parce qu'il faut aller regarder la sécu de la data, la sécu du cloud, la sécu du machin. Et donc on va dire, ok, t'es expert sécu, t'as tous les fondamentaux, tu raisonnes comme il faut raisonner pour maîtriser la sécu. On va rajouter un upskilling cloud, un upskilling IA, data ou autre, pour que tu puisses traiter ce sujet, la cybersécurité 2. Et là, ça crée du mouvement. Et donc, il y a de la mobilité, donc maintenant interne à la cybersécurité, mais il y a aussi des gens qui ne venaient pas de la cybersécurité, un petit peu comme moi, et qui se reconvertissent dans la cybersécurité. Bon, moi, c'était pas une volonté, et puis je n'ai pas de métier cyber en tant que tel technique. Mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de reconversion? Et est-ce que ces personnes, elles suivent les mêmes formations que des personnes qui sont en formation initiale en cyber? Est-ce que ça permet de répondre à la pénurie de talent aussi? Je pense que c'est le vecteur clé qui est bien exploité, mais qui devrait l'être encore plus, pour plein de raisons différentes. Je pense la première, je parlais de durée de formation tout à l'heure. Une reconversion, elle peut s'appuyer sur des compétences préalables et elle est souvent enclenchée par rapport à un besoin déjà identifié. Et donc en fait, on va pouvoir... L'objectif, en tout cas, d'une reconversion réussie, c'est d'aller sur un temps le plus court possible pour accélérer la bascule. Et ça marche bien. Et donc, plutôt que d'attendre 5 ans qu'il y ait des nouveaux Bac +1 qui soient formés, on peut aller injecter, sur la base d'expérience préalable, des nouveaux profils dans la cyber. Et la base d'expérience préalable, c'est le deuxième point clé qui fait que les reconversions, c'est génial. C'est que les gens arrivent avec leur propre bagage. La cybersécurité, on disait tout à l'heure, c'est pas tout seul dans son coin, donc c'est tout le temps en interaction avec l'ensemble des collègues, donc ce qu'on appelle les métiers, les fonctions support, tout ça. Et donc, plus on va recruter des gens qui viennent de ces horizons-là, plus on va avoir une équipe cybersécurité qui comprend pour de vrai ces parties prenantes et qui sont en capacité de dire... Ah ouais, sur ce chemin d'attaque, il y a aussi ça qui est vrai. Sur ce frein-là, on pourrait le lever comme ça, parce que dans la réalité, ça pourrait être perçu comme un gros soulagement pour tout le monde, etc. Donc ça vient enrichir beaucoup d'idées. Et puis, il faut surtout pas oublier que les professionnels de la cybersécurité sont des professionnels tout court aussi, et que les gens qui viennent en reconversion sont déjà des professionnels tout court, donc ils savent travailler dans le monde du travail, ce que c'est un livrable, une gestion de projet, la gestion des conflits, le management, exactement. Ouais, et ça, c'est super clair. Ils arrivent déjà avec ça. Ouais, donc il n'y a plus qu'à leur donner le bagage cyber, finalement. Ouais, exactement.
Et donc ce qui se fait de plus en plus, et en tout cas nous on voit que c'est ce qui arrive à lever le frein quand il y en a, c'est des programmes de pré-reconversion sous forme de bootcamp par exemple. On dit ok, moi je veux bien prendre quelqu'un en reconversion où il va se former en parallèle de son arrivée dans l'équipe, mais par contre j'ai pas envie de lui expliquer les fondamentaux de la cyber quand il arrive. Il faut qu'il sache déjà qu'on parle déjà le même langage, et du coup nous c'est un des autres briques qu'on a construit, c'est bootcamp cyber pour rendre opérationnel sur le vocabulaire cyber et sur les activités récurrentes de la cyber, pour que tu arrives dans n'importe quelle équipe, tu saches déjà faire ta veille, des scans, une analyse de risque sur la gestion fournisseur par exemple, que tu comprennes les enjeux, et éventuellement contribuer à certaines investigations très basiques. Comme ça t'es tout terrain, t'es plus un soulagement qu'un poids quand t'arrives dans la nouvelle équipe, ce qui est clé, parce qu'il y a encore l'enjeu de tout à l'heure à pas faire exploser les équipes déjà en place, qui est de taille, et puis aussi ça te permet de toucher à tout et de dire ok, bon en fait j'ai touché à peu près tout, en aperçu, globale, ouais. Et finalement il n'y a rien qui me plaît, donc je vais peut-être pas me reconvertir aussi. Ou alors c'est plutôt ça que j'ai adoré, donc si c'est possible je vais essayer d'orienter dans cette direction. Ça c'est clé si on veut reconvertir, mais en tout cas la reconversion on va pas y arriver sans. Il y a plein de bonnes nouvelles associées à ça, et il faut y aller, il faut continuer de le développer. Toi, tu as fait ta reconversion dans l'autre sens. T'es parti ingénieur cybersécurité, et maintenant tu es du côté pédagogique de la cybersécurité. Comment tu vis ta transition Très bien. Très bien. C'était l'objectif de se dire j'ai un bagage technique que peu de gens ont dans l'écosystème de la formation. En fait, lui, t'apportes la brique qui était nécessaire, et toi, t'as appris aussi. C'est ça, c'est à l'inverse, c'est un apport mutuel, et moi, je saurais rien faire de ce que je fais à l'heure actuelle sans l'expertise pédagogique, de détricotage de la compétence. Quelle est l'activité pour tel métier, la somme des activités, quels sont les gestes associés, quelles sont du coup les compétences oubliés par ceux qui sont déjà experts du sujet. Et c'est ça qui est passionnant, d'être entouré de gens qui ont l'habitude de tirer la pelote, un peu à la Sherlock Holmes. Ça veut dire ok, donc en fait la vraie compétence dont tu as besoin, c'est pas les 5 compétences que tu as mis dans ta fiche de poste, c'est celle-là. Et d'avoir des experts en face qui disent bah oui c'est vrai, t'as raison, il faut pas l'oublier, on va le mettre. Et puis nous ça nous permet aussi de construire des parcours qui vont adresser cette compétence là, et donc qui vont répondre aux besoins du marché plus qu'à la demande qui cache les besoins parfois. Donc être en capacité à détricoter ça, c'est cool. Donc ouais, reconversion super épanouissante, parce que du coup j'arrête pas d'être entouré de gens qui ont des expertises que j'ai pas, de continuer à découvrir des choses et être un peu dans la traduction entre les deux, ce qui est quand même super cool aussi, quoi. Important de rendre les sujets de la cyber accessibles à tous. Est-ce qu'il y a des profils pour lesquels tu recommandes de ne pas se lancer dans la cybersécurité ? Tu disais, peut-être que ça va pas me plaire, etc. Oui, globalement, il y a de la place pour beaucoup de monde. Et surtout, il y a de la place bien au-delà des clichés. Ça, on l'a déjà dit. Oui. Maintenant, une fois que c'est dit, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je pense que le critère bloquant de ma propre subjectivité, c'est si on n'a pas... Je sais pas si on a tous été confrontés à des situations... on dit, ça marche pas sur un ordinateur, un truc comme ça. Ça marche pas, je comprends pas... c'est pas mon problème, je vais appeler le support informatique, etc. Si on constate qu'on est du type à baisser les bras quand on voit quelque chose qui marche pas, sans essayer de comprendre comment ça marche en vrai, comment on pourrait le refaire tomber en marche, c'est plutôt un no-go pour moi, parce que la cyber, on est sur une somme de menaces qui arrivent en continu, une somme de nouvelles technologies qui arrivent en continu, sur lesquelles on n'a jamais été formé. Et ce qui est bien, c'est d'avoir cette posture de dire ok, un nouveau sujet, je sais pas comment il fonctionne, mais je vais regarder, et je vais m'amuser en regardant, et puis je vais peut-être avoir des idées de sécurisation, de contournement, de machin. Et si on n'a pas ce réflexe-là, et qu'on est plutôt du genre à baisser les bras quand ça dysfonctionne, en fait on va être malheureux en cyber, et on va pas être efficace. Donc ça serait le trait de personnalité auquel je déconseillerais de se reconvertir à la cyber.
L'épisode touche à sa fin. Étienne, est-ce que du coup, pour terminer plutôt sur une note positive, tu aurais un message à faire passer à ceux qui hésitent encore à se lancer, qui savent pas trop? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Et est-ce que tu veux bien le faire face caméra, s'il te plaît? D'accord. En 1 minute. Je vais essayer. Pour clôturer. À tous ceux que la cybersécurité intrigue, attire, je leur dis allez-y. Si vous y allez pour les bonnes raisons, donc posez-vous la question du pourquoi. Je pense que le point commun qui fédère tout le monde dans la cybersécurité, c'est le fait de prendre soin de l'autre, de la société dans laquelle on évolue, de ses collègues. Et finalement, on est tous là d'une manière ou d'une autre avec ces diverses expertises pour contribuer à faire fonctionner quelque chose qui mérite de fonctionner et de manière sereine. Donc, posez-vous la question de votre motivation à ça. Si c'est pas celle-ci, creusez pour voir lesquelles elles sont et si finalement c'est forcément que la cyber ou s'il y a autre chose. Et puis ensuite, la cybersécurité, c'est une finalité, c'est un écosystème, il y a plein de métiers dedans. Il y a aussi plein de manières de faire de la cyber sans être dans la cyber. Donc si vous hésitez, commencez par faire de la cyber tout en restant dans votre job actuel par exemple. Un administrateur qui se dédie de plus en plus aux activités de cybersécurité, de durcissement des serveurs, de diagnostic du niveau de sécurité ou autre. Si vous êtes plutôt du côté du développement, on a besoin de champions cybersécurité pour s'assurer que les développements sont faits de manière propre et en écho aux enjeux de cybersécurité. Ça vaut aussi pour des fonctions de juristes, de dirigeants, plein de choses. Donc, la vie est longue. Testez la cyber pour de vrai. Peut-être d'abord en upskilling, peut-être en ajoutant une casquette à votre casquette actuelle. Et si vous êtes convaincu sur le passage, les opportunités se créeront. Si on voit qu'il y a des reconversions qui sont nécessaires pour aller plus loin, il y a plein de possibilités de faire des reconversions. Il y a déjà pas mal de parcours qu'ils proposent et il y en aura de plus en plus. Donc allez-y petit à petit, allez-y pour les bonnes raisons et vous allez vous éclater. Et allez-y. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Étienne d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi, c'est un vrai plaisir de t'avoir accueilli chez nous. C'est une double invitation, donc merci beaucoup pour ton invitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées en studio pour rendre leur expertise accessible au plus grand nombre et on est super ravis que tu en fasses partie désormais et que ce soit que le début. Donc merci beaucoup Leslie pour tout ça. Merci, c'est vraiment un honneur pour moi. Merci aussi donc aux équipes d'Open Classrooms de m'avoir permis d'enregistrer donc mon premier épisode filmé sur ce sujet clé pour l'avenir de la cybersécurité. Je suis très heureuse de pouvoir enfin vous proposer ce format sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour nous laisser vos impressions et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite dans le monde de la cyber.